Les roses du presbytère de St. Mary Mead avaient fleuri avec une générosité presque indécente cette année-là, comme si elles cherchaient à compenser, par leur exubérance, la sécheresse morale qui s'apprêtait à frapper le village. C'était un matin de juin, un de ces matins anglais où la lumière dorée coule sur les haies d'aubépine et où l'air sent le chèvrefeuille et la terre humide. Miss Jane Marple, assise dans son jardin derrière une rangée de delphiniums d'un bleu immaculé, tricotait un châle en laine couleur prune avec cette régularité mécanique qui dissimulait, comme toujours, une intelligence redoutable. Son regard, derrière ses lunettes à monture dorée, était posé sur le clocher de l'église Saint-Michel, dont la girouette en forme de coq tournait paresseusement vers l'est. Le cri vint d'abord, porté par le vent, un cri de femme, haut aigu, bref, suivi d'un silence qui parut s'épaissir comme de l'encre dans l'eau. Miss Marple posa ses aiguilles. Elle ne se leva pas immédiatement. L'expérience lui avait appris que les catastrophes véritables se reconnaissent à la qualité de leur silence, non à l'éclat de leur annonce. Elle attendit, les yeux fixés sur le chemin qui menait à l'église, et ne fut pas surprise de voir madame Bantry, sa voisine et amie de longue date, apparaître au portillon du jardin, le visage d'une pâleur remarquable sous son chapeau de paille. « Jane » souffla madame Bantry, agrippant le montant du portillon comme si le sol menaçait de se dérober. « Jane, c'est Gwendoline Hartley. On l'a trouvée dans la salle des archives de l'église. Elle est morte, Jane. Morte. » Miss Marple rangea soigneusement ses aiguilles dans son panier à ouvrage, enroula le fil de laine autour de la pelote et se leva avec cette lenteur délibérée qui n'avait rien de la fragilité de son âge. « Morte comment, Dolly » Madame Bantry déglutit. « On l'a frappée, avec le chandelier en laiton, celui du cœur, vous savez, celui que sœur Réginald avait offert en mémoire de sa femme. Il y avait du sang, Jane, et de l'encre partout sur ses mains, sur sa robe. Elle travaillait sur les vieux registres paroissiaux. Cette nuit-là, apparemment, seule. » Miss Marple hocha la tête, une fois, avec cette expression qui n'était ni surprise ni résignation, mais quelque chose entre les deux, la reconnaissance paisible d'une vérité que le monde s'obstinait à ne pas voir. « De l'encre, murmura-t-elle, presque pour elle-même, en ramassant son châle et son panier. « Oui, l'encre ne ment jamais, n'est-ce pas? Même quand elle s'efface. » La salle des archives paroissiales de Saint-Michel était une pièce étroite attenante à la sacristie, sentant la poussière, le vieux cuir et la cire à cacheter. Des étagères en chêne noir couraient dans du sol au plafond, chargées de registres reliés dont les dos portaient des dates remontant au XVIIe siècle. C'était un lieu que peu de gens fréquentaient, hormis le vicaire et, depuis 6 mois, madame Gwendoline Hartley, ancienne bibliothécaire à la retraite, qui s'était portée volontaire pour cataloguer et restaurer les archives paroissiales dans le cadre du grand projet de rénovation de l'église. Quand Miss Marple arriva, discrètement, par la petite porte latérale du cimetière, le constable Palk se tenait devant l'entrée de la salle, le visage verdâtre, tandis que le docteur Haydock, qui avait été appelé en premier, examinait le corps avec cette efficacité bourrue qui le caractérisait. Gwendoline Hartley gisait face contre le bureau, ses cheveux gris défaits sur des pages jaunies. Sa main droite était crispée autour d'une plume, et de l'encre noire avait coulé en flaques irrégulières sur le buvard, sur le registre ouvert devant elle, sur la manche de son cardigan en tweed gris. Le chandelier en laiton, massif et orné de feuilles d'acanthe, reposait à quelques pas de là sur le sol de pierre maculé de sang. Le bureau était couvert de registres ouverts, de fiches cartonnées portant l'écriture serrée et méthodique de la défunte et d'un encrier renversé dont le contenu s'était répandu en une longue traînée sombre, comme une rivière noire divisant le plan de travail en 2 territoires. L'un des registres, un gros volume relié en cuir bordeaux, portant les dates 1920 à 1945, était ouvert à une page où l'encre originale, brunie par le temps, se mêlait à des annotations récentes au crayon. Miss Marple observa tout cela depuis le seuil de la porte, sans entrer, ses yeux bleus parcourant la scène avec la même attention qu'elle portait à l'examen d'un parterre de fleurs suspects. Méthodiquement, sans précipitation, notant chaque détail avec une clarté photographique. « Pauvre femme !» dit le docteur Haydock en se relevant. Un seul coup, porté par derrière, avec une force considérable. Elle n'a probablement rien vu venir. La mort a dû être quasi instantanée, entre 22 heures et minuit, à première vue. Il remarqua Miss Marple et hocha la tête, sans surprise. « Bonjour, Miss Marple. Je suppose que rien dans ce village n'échappe à votre attention. »« Oh, docteur, je ne faisais que passer pour déposer des fleurs au cimetière, » répondit Miss Marple avec une candeur désarmante,
les yeux fixés sur la traînée d'encre qui courait du bureau vers le sol. Pauvre Madame Hartley, elle était si dévouée à ses archives. Dites-moi, docteur, cette encre sur ses mains, est-ce l'encre de l'encrier renversé, ou bien y était-elle déjà avant? Le docteur Haydock la regarda avec un intérêt renouvelé. Bonne question. On dirait qu'elle travaillait avec les registres depuis un bon moment. L'encre sur sa main gauche est sèche, incrustée sous les ongles. Celle du buvard est encore fraîche. C'est l'encrier qui s'est renversé pendant l'agression, sans doute. Miss Marple hocha doucement la tête. 2 encres différentes, donc. Celle du passé et celle du présent. Comme c'est révélateur. Avant que le docteur pût lui demander ce qu'elle voulait dire, le bruit d'une automobile interrompit leur conversation. L'inspecteur Hewitt, de la police du comté, était un homme compact, aux épaules carrées et au regard méfiant, qui portait son imperméable comme une armure. Il descendit de voiture avec l'air résolu de quelqu'un qui considère les villages comme des lieux où les crimes ne devraient pas se produire, et où ils se produisent néanmoins avec une régularité déconcertante. « Inspecteur », le salua le docteur Haydock. « Un seul coup, arme trouvée sur place, victime identifiée. Je vous laisse les détails. » Il jeta un regard vers Miss Marple. « Et je vous laisse aussi notre observatrice locale, qui aura probablement résolu l'affaire avant votre déjeuner. » L'inspecteur Hewitt ne parut pas amusé. Il nota néanmoins la présence de la vieille dame avec une politesse contrainte et commença son examen de la scène. La nouvelle se répandit dans St. Mary Mead avec la vitesse du feu sur de la paille sèche et avec des distorsions proportionnelles à sa vélocité. Dès 10 heures du matin, le salon de thé de Madame Benson, officiellement nommé le Jardin de Thym, mais universellement connu sous le nom de la serre au potin, bourdonnait d'une activité fébrile. Madame Wetherby, qui faisait autorité en matière de catastrophes locales depuis qu'elle avait découvert un cadavre de blaireau dans son cellier en 1947, présidait une table de 4 personnes avec l'assurance d'un général de campagne. « Assassiné !» déclara-t-elle d'une voix qui n'admettait aucune contradiction. Avec le chandelier de Lady Dodd, et si vous pouvez imaginer une chose pareille, ce chandelier qui a été béni par l'évêque de Winchester en personne, je l'ai toujours dit, toujours, ces vieilles archives n'apportent que des ennuis. On ne devrait pas remuer le passé. Le passé a des dents, mesdames. Mademoiselle Hartnell, assise à ses côtés, tripotait nerveusement une cuillère. Grande femme sèche aux opinions tranchantes, elle avait une théorie. C'est le révérend Blackwood, évidemment. Il n'est dans la paroisse que depuis 2 ans, et personne ne sait d'où il vient réellement. Il était dans l'église ce soir-là. Le sacristain l'a vu entrer par la porte latérale vers 20 heures. Et pourquoi un vicaire aurait-il besoin d'entrer dans son église par la porte latérale, je vous le demande? « Oh, ma chère Amanda, vous ne pouvez pas accuser le vicaire, » protesta Madame Wetherby, ravie de pouvoir contredire. « C'est Monsieur Finch, à coup sûr. Tout le monde sait qu'il s'est disputé violemment avec Madame Hartley la semaine dernière, à propos de l'accès aux registres fonciers du XIXe siècle. Mon jardinier les a entendus depuis le cimetière. Monsieur Finch criait que certaines choses ne regardaient en personne et devaient se rester là où elles étaient. À une table voisine, Madame Price Ridley, qui n'avait pas été invitée à la conversation, mais ne laissait jamais ce genre de détails l'arrêter, intervint avec autorité absurde. Tout le monde sait que la nièce, cette Rosalinde, est arrivée au village il y a 3 semaines à peine, soi-disant pour peindre des aquarelles. Peindre des aquarelles, à son âge, avec cette coiffure. J'ai vu ses mains, mesdames, couvertes de peinture ou de sang. Qui peut faire la différence? Miss Marple, assise seule à une petite table près de la fenêtre, sirotait son thé Earl Grey et tricotait. Elle n'avait pas dit un mot depuis son arrivée, mais ses oreilles, comme les murs proverbiales, avaient tout entendu. Elle observait moins les paroles que les visages, les froncements de sourcils, les regards fuyants, les petits gestes nerveux qui trahissaient ce que les mots s'efforçaient de cacher. « Dites-nous, Miss Marple, » lança Madame Wetherby, qui avait la manie regrettable de vouloir impliquer tout le monde dans ses campagnes. « Que pensez-vous de tout cela ?» Miss Marple leva les yeux de son tricot avec une expression de douce perplexité. « Oh, je ne sais pas, vraiment. Je pensais justement à Madame Henderson, vous savez, celle qui tenait la mercerie à Brackhampton il y a des années. Elle aussi classait des choses. Des bobines de fil, des boutons, tout dans des petites boîtes. Et un jour, elle a trouvé, parmi les boutons en nacre, un bouton qui ne correspondait à rien. Un bouton d'un tissu qui n'existait pas dans sa boutique. C'est ce bouton qui a tout changé, voyez-vous. C'est toujours le détail qui ne correspond pas qui pose le vrai problème.
Ce discours fut accueilli par un silence perplexe. Madame Wetherby échangea un regard avec mademoiselle Hartnell qui signifiait clairement « la pauvre vieille divague ». Miss Marple retourna placidement à son tricot, mais ses yeux, derrière ses lunettes, avaient la dureté tranquille du silex. L'inspecteur Hewitt mena son enquête avec la méthode consciencieuse qui caractérisait sa carrière, une carrière solide, sans éclat, faite de procédures respectées et de conclusions raisonnables. Dès le premier jour, il établit une liste de suspects et commença ses interrogatoires au presbytère, que le révérend Blackwood avait mis à sa disposition avec un empressement que l'inspecteur nota sans commentaire. Le révérend Philip Blackwood était un homme de 45 ans, grand, mince, avec des cheveux prématurément gris aux tempes et des yeux sombres qui avaient l'habitude de se détourner quand on les regardait trop directement. Il avait les mains longues et nerveuses d'un pianiste, et une façon de presser ses doigts les uns contre les autres qui révélait une tension permanente. « J'étais dans l'église ce soir-là, oui, admit-il à l'inspecteur, assis derrière son bureau dans le cabinet du presbytère, un crucifix en cuivre et une pile de sermons manuscrits devant lui. J'étais venu préparer mon sermon pour le dimanche. J'entre souvent par la porte latérale. C'est plus court depuis le presbytère. Et vous n'avez rien entendu, rien vu ? Le révérend secoua la tête. La salle des archives est à l'autre bout de la sacristie. J'étais dans le chœur. Les murs de pierre étouffent les sons. Je suis parti vers 21h30, Madame Hartley. Il s'interrompit, pressa ses mains l'une contre l'autre. Je n'avais aucune raison de passer par la salle des archives. Madame Hartley était-elle encore en vie quand vous êtes parti ? Je ne saurais le dire. La porte de la salle des archives était fermée. Je suppose... j'espère qu'elle l'était. L'inspecteur Hewitt nota cette réponse et passa au suivant. Monsieur Edgar Finch se présenta avec l'assurance compacte d'un homme habitué aux tribunaux. C'était un personnage trapu, là aux épaules voûtées par des décennies de dossiers, avec un visage rubicond, des sourcils broussailleux comme des haies mal taillées et des yeux d'un bleu délavé qui semblèrent perpétuellement en train de lire un document invisible. Il portait un costume en tweed démodé de 10 ans et sentait le tabac à pipe. « Oui, je me suis disputé avec Madame Hartley, et je ne m'en cache pas, déclara-t-il en croisant les bras. Cette femme avait décidé de photographier et de numériser tous les registres fonciers de la paroisse. Tous, y compris des documents relatifs à des transactions immobilières privées, des testaments, des actes de succession, des affaires qui ne concernent pas le public. J'ai tenté de lui faire entendre raison. En tant qu'ancien homme de loi, je suis sensible à ces questions de confidentialité. Elle n'a rien voulu entendre. Elle était obstinée, d'une obstination terrible. Où étiez-vous le soir du meurtre, monsieur Finch ? Les sourcils broussailleux se froncèrent. Chez moi, seul, je lisais Trollope, les tours de Barchester, si cela vous intéresse, ce qui m'étonnerait. Ma gouvernante, Madame Hooper, était partie à 20h. Personne ne peut confirmer ma présence. L'inspecteur nota l'absence d'alibi. Mademoiselle Rosalind Hartley reçut l'inspecteur dans le petit cottage que sa tante louait sur Meadow Lane. C'était une jeune femme de 28 ans, mince et pâle, avec des cheveux bruns coupés courts et des yeux gris cerclés de cernes, qui lui donnaient l'air d'un oiseau apeuré. Ses mains, effectivement, étaient maculées de taches, de la peinture à l'huile, bleue et ocre incrustée sous les ongles et dans les plis des doigts. Elle portait un grand chandail informe sur une jupe froissée, et quand elle parlait, ses mains tremblaient légèrement, comme des feuilles dans un courant d'air. Ma tante m'avait invité pour l'été. J'étais artiste peintre, voyez-vous, et la campagne anglaise. Sa voix se brisa. Nous n'étions pas très proches. Ma tante était une femme de devoir, pas de sentiment, mais elle était ma seule famille. Le soir du meurtre, mademoiselle, j'étais ici, dans le cottage, je peignais. Elle désigna un chevalet installé près de la fenêtre, sur lequel une aquarelle inachevée montrait l'église de Saint-Michael, vue du cimetière, le clocher découpé contre un ciel crépusculaire, et au premier plan, une rangée de pierres tombales à demi effacées. J'ai travaillé jusqu'à minuit environ. J'avais mis de la musique, la BBC. Oh, je n'ai rien entendu. L'inspecteur nota que le cottage de Rosalind se trouvait à moins de 300 mètres de l'église. Madame Celia Drummond reçut l'inspecteur dans le salon de sa demeure, Drummond Hall, une bâtisse georgienne de belles proportions située à la sortie du village, dont elle était la propriétaire depuis le décès de son mari, Sir Harold Drummond, 5 ans auparavant. C'était une femme de 55 ans d'une élégance soignée, avec des cheveux d'un blond cendré coiffés en un chignon impeccable, un collier de perles à 2 rangs
et des yeux verts qui avaient trop la dureté polie du jade. Ses mains, fines et manucurées, tenaient une tasse de thé en porcelaine de Wedgwood, avec une assurance qui ne tremblait pas. « Quelle horreur !» dit-elle d'une voix maîtrisée, comme si elle commentait une faute de goût dans un arrangement floral. « Pauvre Madame Hartley, une femme si compétente. J'avais personnellement financé le projet de restauration des archives. 10 000 livres, inspecteur, pour les étagères neuves, les boîtes de conservation, le matériel de photographe. C'était mon initiative. Sir Harold aurait voulu cela. Il était si attaché à l'histoire de cette paroisse. Où étiez-vous le soir du meurtre, Madame Drummond ? Un sourire poli, minimal. Chez moi. J'ai dîné à 19h30 avec Madame de compagnie, Madame Briggs, et je me suis retiré dans ma chambre à 21h. Madame Briggs peut le confirmer. Aviez-vous des raisons de vous rendre à l'église ce soir-là ? Les yeux verts ne scièrent pas. Aucune. Je ne visite les archives que sur rendez-vous avec Madame Hartley, hôte le mardi après-midi, pour suivre l'avancement des travaux. Pourquoi irais-je traîner dans une sacristie froide à la nuit tombée ? L'inspecteur trouva Madame Drummond parfaitement raisonnable et parfaitement alibiée. Le dernier suspect, M. Thomas Ashby, était le maître d'œuvre chargé des rénovations structurelles de l'église. C'était un homme robuste de 40 ans, aux épaules larges, au visage tanné par le travail en plein air, avec des mains calleuses et un sourire rapide qui découvrait des dents blanches et irrégulières. Il portait des vêtements de travail couverts de poussière de plâtre et parlait avec un accent du Devon qui arrondissait ses voyelles comme des galets polis par la mer. « Terrible affaire, terrible !» dit-il en secouant la tête, debout devant l'échafaudage qui entourait le clocher. Madame Hartley était une dame comme il faut. Stricte, oui, elle m'a fait déplacer des caisses de matériaux à 2 reprises parce qu'elle bloquait l'accès aux archives. Mais correcte. Toujours un mot aimable le matin. « Vous étiez sur le chantier ce soir-là ? » ?»« Non, monsieur. Le travail s'arrête à 17h. J'étais au pub, le Blue Boar, de 18h à 22h environ. Le patron peut en témoigner. J'ai gagné la partie de fléchettes, ce qui n'arrive pas souvent. » L'alibi de Thomas Ashby se vérifierait aisément. L'inspecteur Hewitt consacra le reste de la journée à l'examen minutieux de la salle des archives. Le sergent Fletcher, un homme méthodique aux doigts tachés d'encre à force de manipuler des documents, il dressa l'inventaire des registres présents sur les étagères et les compara aux fiches de catalogage que Madame Hartley avait tenues avec une précision d'horloger. Chaque registre avait sa fiche, numéro, période couverte, état de conservation, notes sur le contenu. C'était un travail remarquable de rigueur, le genre de travail que seule une ancienne bibliothécaire pouvait accomplir, et le sergent, qui était lui-même un homme d'ordre, en fut impressionné. « Inspecteur, dit-il en posant une fiche sur la table, il manque un registre. Le numéro 27, couvrant la période 1935 à 1945. Madame Hartley l'a noté comme « absent de l'étagère », avec un point d'interrogation et la mention « Vérifiez avec le révérend Blackwood. Ne sait pas. » L'inspecteur fronça les sourcils. Un registre manquant. Cela signifie qu'il a été pris avant le meurtre. Ou pendant, la victime travaillait avec. Non, regardez son bureau. Les registres ouverts devant elle couvrent les périodes 1880 à 1900 et 1900 à 1920. Elle n'avait pas le registre 27 sous la main cette nuit-là. Quelqu'un l'avait déjà pris. Ce détail fut noté, classé et temporairement mis de côté, car l'inspecteur avait d'autres préoccupations plus immédiates, notamment l'absence d'alibi de M. Finch et le témoignage troublant de Mme Hooper. L'après-midi, l'inspecteur convoqua Rosaline Hartley pour un 2e entretien, cette fois au commissariat de Much Benham. La jeune femme arriva les yeux rougis, dans une robe grise qui accentuait sa pâleur, et s'assit face à l'inspecteur avec la raideur de quelqu'un qui s'attend au pire. « Mademoiselle Hartley, j'aimerais que vous me parliez du travail de votre tante plus en détail. » Était-elle inquiète ces derniers temps ? Avait-elle mentionné des conflits avec quiconque d'autre que M. Finch ? Rosaline croisa les mains sur la table. Ses ongles, nota l'inspecteur, étaient rongés jusqu'au sang sous les taches de peinture, un contraste frappant avec les mains assurées de l'artiste qu'elle prétendait être. Ma tante ne se confiait pas facilement. Elle était de la vieille école. On ne parle pas de ses problèmes, on les résout. Mais la semaine avant sa mort, elle était différente, agitée. Elle écrivait beaucoup de lettres. Je l'ai vue poster 3 lettres en un seul jour, ce qui ne lui ressemblait pas. Et elle a fait une chose étrange. Elle a acheté un appareil photographique, un Kodak.
Elle m'a dit que c'était pour documenter les archives à des fins de préservation, mais elle avait un ton presque urgent, comme si elle craignait que quelque chose disparaisse avant qu'elle n'ait eu le temps de le sauver. L'inspecteur nota cette information. Ces lettres, savez-vous à qui elles étaient adressées? Non. Mais j'ai vu une enveloppe sur sa table, le mardi. Je passais prendre le thé. L'adresse était celle du presbytère. Et une autre enveloppe portait le nom de... Elle hésita. De Madame Drummond, Drummond Hall. Ce détail, qui aurait dû alerter l'inspecteur, fut classé dans la catégorie des correspondances normales entre membres du comité de restauration. Il ne prendrait sa véritable signification que bien plus tard. Miss Marple, pendant ce temps, n'interrogeait personne. Elle se promenait. Elle flânait le long du chemin de l'église, s'arrêtait pour admirer les rosiers du cimetière, échangeait quelques mots avec le sacristain, monsieur. Biggs, un vieil homme voûté aux doigts jaunis par la nicotine qui entretenait les lieux depuis 40 ans. Madame Hartley travaillait tard ces derniers temps, confia M. Biggs, en arrachant une mauvaise herbe entre deux dalles. Presque tous les soirs, ces 3 dernières semaines, elle avait l'air, comment dire, excitée, pas dans le sens joyeux, excitée comme quelqu'un qui a trouvé quelque chose qui le dérange. Elle m'a dit, la semaine dernière, je m'en souviens bien, elle m'a dit « Monsieur Biggs, il y a des choses dans ces registres qui vont faire du bruit. » Je lui ai répondu que les registres, c'étaient des noms de morts, et que les morts ne font pas de bruit. Elle a ri, mais d'un rire bizarre, sec, comme du papier qu'on froisse. Miss Marple écouta avec intérêt. « Et les soirs précédents, avez-vous remarqué des visiteurs inhabituels à l'église ?» Monsieur Biggs se gratta le menton. « Monsieur Finch est venu 2 fois cette semaine-là. La première fois, il a parlé avec Madame Hartley dans la salle des archives pendant une bonne heure. La deuxième fois, c'était le jeudi, 3 jours avant le meurtre, et j'ai entendu leur voix, monsieur, à travers la porte. Monsieur Finch était furieux. Il disait quelque chose comme « Vous n'avez pas le droit, c'est de l'intrusion ». Et Madame Hartley a répondu d'un ton très calme « La vérité est toujours là, monsieur Finch. L'encre ne s'efface jamais complètement. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'immobilisèrent une fraction de seconde. « L'encre ne s'efface jamais complètement, » répéta-t-elle. « Oui, oui, c'est tout à fait le genre de chose qu'aurait dit Madame Hartley. Merci, monsieur Biggs. Ah, mais vous m'avez été d'une aide considérable. » En rentrant chez elle, Miss Marple s'arrêta devant le portail du jardin du cottage de Rosalind Hartley. La jeune femme était assise sur un tabouret dans le petit jardin, devant son chevalet, et peignait avec des gestes lents et précis. Son sujet avait changé. Elle peignait à présent un gros plan d'un registre ouvert, les pages jaunies couvertes d'une écriture ancienne, et au centre, une tache d'encre qui s'étalait comme une blessure noire. « Quel sujet intéressant, ma chère, » dit Miss Marple en s'approchant. Rosaline sursauta. « Oh, Miss Marple, vous m'avez fait peur. Oui, c'est un projet que j'avais commencé avant ce qui est arrivé. Une série sur les traces du temps, les documents anciens, les écritures effacées, les palimpsestes. Ce qu'on essaie d'effacer et qui transparaît quand même. » Miss Marple la regarda avec une attention douce. « Connaissiez-vous bien le travail de votre tante sur les archives? Savait-elle ce qu'elle espérait y trouver ?» Les mains de Rosaline se crispèrent sur son pinceau. Ma tante était méthodique. Elle ne cherchait rien de précis. Elle cataloguait tout, systématiquement, du premier registre au dernier. Mais la semaine dernière, elle m'a dit une chose étrange. Elle a dit « Rosalind, il y a des noms dans ces registres qui ne devraient pas s'y trouver, et des noms qui devraient y être et qui manquent. » Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Maintenant, je suppose que je ne le saurai jamais. Ses yeux brillèrent, mais elle ne pleura pas. Miss Marple remarqua que les doigts tachés de peinture tremblaient imperceptiblement. Comme les jours qui suivirent, virent l'enquête de l'inspecteur Hewitt s'orienter avec la force d'un courant vers un suspect principal. Les éléments convergeaient, pièce après pièce, vers M. Edgar Finch, et Miss Marple, malgré elle, sentait sa propre pensée suivre le même cours. Ce fut d'abord le témoignage de Madame Hooper, la gouvernante de M. Finch, qui, convoquée au poste de police, admit avec réticence que son employeur s'était absenté le soir du meurtre. « Il m'a dit qu'il resterait chez lui, monsieur l'inspecteur, » dit-elle, une femme osseuse, au visage fermé, en tournant un mouchoir entre ses doigts. « Mais quand je suis revenu chercher mon parapluie, il pleuvait, voyez-vous, et j'habite à 1 quart d'heure à pied. Quand je suis revenu, vers 20h45, la maison était vide. Les lumières s'étaient éteintes. Il n'était pas là. » L'inspecteur Hewitt fronça les sourcils. « Monsieur Finch affirme qu'il était chez lui toute la soirée. » « Eh bien, monsieur l'inspecteur,
Il n'y était pas à 20h45. Ça, je peux le jurer sur la Bible. La deuxième pièce arriva le lendemain, quand le sergent Fletcher découvrit, dans le bureau de M. Finch, une copie d'un ancien acte de propriété daté de 1892, relatif à un terrain situé derrière l'église, le même terrain sur lequel Drummond Hall avait été construite et dont la propriété avait fait l'objet d'un litige, résolu 50 ans plus tôt en faveur de la famille Drummond. « Regardez ceci, inspecteur, » dit le sergent, posant le document jauni sur le bureau. M. Finch possédait une copie de cet acte. Et d'après les notes de Mme Hartley, récupérées dans la salle des archives, elle avait découvert que l'acte original, le registre paroissial qui enregistrait la transaction, contenait des anomalies, des corrections, des surcharges d'encre, comme si quelqu'un avait modifié le document il y a longtemps. L'inspecteur Hewitt siffla entre ses dents. Des falsifications dans les registres fonciers. Finch est notaire, il sait manipuler des documents. Si Mme Hartley avait découvert que ses ancêtres, ou lui-même, avaient falsifié un titre de propriété. Il avait un mobile, monsieur, un terrain de cette valeur, au centre du village. Le troisième élément était le plus accablant. Le constable Palk, en fouillant les abords de l'église, avait trouvé un bouton de manchette en argent dans l'herbe, près de la porte latérale, un bouton portant les initiales F, gravé dans un style victorien que Miss Marple elle-même reconnut comme caractéristique du joaillier Thornton et fils de Barkhampton, dont M. Finch était un client connu. Miss Marple examina le bouton de manchette que l'inspecteur, avec une courtoisie inhabituelle, lui permit de regarder. Elle le tourna entre ses doigts, notant l'usure du métal, le poids satisfaisant de l'argent ancien, les initiales finement gravées. « Il est tout à fait dans le style de M. Finch, admit-elle. Je me souviens de son père, d'ailleurs, qui portait exactement le même genre de bijoux, de l'argent ancien, jamais de l'or. Les Finch étaient ainsi, solides, sans ostentation. » L'inspecteur Hewitt se pencha en avant. « Vous pensez donc que c'est lui, Miss Marple ?» Miss Marple reposa le bouton de manchette avec une délicatesse de brodeuse. Elle réfléchit longuement, ses aiguilles à tricoter immobiles pour une fois, et quand elle parla, ce fut avec cette hésitation particulière qui, chez elle, signalait non pas l'incertitude, mais la cristallisation d'une pensée. « Cela me rappelle M. Hargraves, vous savez, le pharmacien de Much Benham, il y a des années. Il avait un tempérament terrible. Il criait, il menaçait, il faisait des scènes épouvantables pour des histoires de clôture et de mitoyenneté. Tout le monde le croyait capable du pire. Et quand Madame Foster a été empoisonnée, tout le monde a dit « c'est Hargraves, évidemment. Qui d'autre ?» Les preuves s'accumulaient. Les mobiles étaient clairs. Et pourtant, elle s'interrompit, fronçant les sourcils. Et pourtant, inspecteur, c'est Hargraves qui était coupable. Parfois, les apparences ne trompent pas. M. Finch avait un mobile, la protection de documents fonciers compromettants. Il avait l'occasion, il n'était pas chez lui ce soir-là. Il avait les moyens, il est vigoureux pour son âge et il connaît l'Église intimement. Et ce bouton de manchette. Elle secoua la tête avec une tristesse sincère. Je crois, inspecteur, que M. Finch a découvert que Mme Hartley était sur le point de révéler la falsification des registres fonciers. Une falsification qui, si elle était rendue publique, détruirait sa réputation et remettrait en question des transactions immobilières dans lesquelles sa famille est impliquée depuis un siècle. Pour un homme comme Edgar Finch, pour qui la réputation est tout, la perspective d'un tel scandale, oui, je crois que cela pourrait pousser un homme au meurtre. L'inspecteur Hewitt, qui n'avait pas l'habitude d'être d'accord avec des vieilles dames amatrices, se trouva néanmoins convaincu. La logique était impeccable. Les preuves convergeaient. M. Edgar Finch fut convoqué au poste de police pour un interrogatoire approfondi. Cet interrogatoire fut une scène remarquable. M. Finch, assis dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Much Benham, avait perdu son assurance de juriste. Son visage rubicond avait viré au gris, et ses mains, d'ordinaire si stables qu'elles pouvaient tenir un contrat de 50 pages sans trembler, s'agitaient sur la table comme des créatures indépendantes de sa volonté. « Oui, je suis sorti ce soir-là, » éclata-t-il enfin, après une heure de questions serrées. « Oui, j'ai menti. Je suis allé à l'église, mais pas pour tuer qui que ce soit, au nom du ciel. » L'inspecteur Hewitt se pencha en avant. « Pourquoi alors, monsieur Finch ?» Le vieil homme passa une main tremblante sur son front. « Parce que je voulais voir les registres. Madame Hartley m'avait refusé l'accès, et je voulais vérifier par moi-même ce qu'elle avait trouvé. Les registres fonciers de 1892.
Oui, ils contiennent des irrégularités. Mon grand-père, Dieu et son âme, a peut-être arrangé certains documents en faveur de la famille Finch lors de la vente du terrain au Drummond. C'était il y a 130 ans, inspecteur. C'est de l'histoire ancienne. Mais si cela devenait public, alors vous êtes allé à l'église ce soir-là, et les yeux de Finch se remplirent d'une détresse qui paraissait authentique. La porte de la salle des archives était fermée, de l'intérieur à clé. Madame Hartley travaillait. J'ai entendu le bruit de pages qu'on tourne, le grattement d'une plume. Je n'ai pas osé frapper. Je suis resté devant la porte pendant peut-être 10 minutes. Puis je suis reparti. Je suis rentré chez moi. Le bouton de manchette. Oui, il a dû se détacher quand j'ai ouvert le portail du cimetière. C'est un vieux mécanisme. Il se défait toujours au mauvais moment. À quelle heure avez-vous entendu Madame Hartley travailler? Vers 21h, 21h15. Elle était vivante, inspecteur. Vivante et occupée. L'inspecteur n'était pas convaincu. Ou bien vous avez frappé à la porte, elle vous a ouvert et vous l'avez tuée. Le chandelier était là, à portée de main. Une altercation, un geste de colère. Non. Le cri de Finch résonna dans la petite pièce. Non, je vous jure. Miss Marple, à qui l'inspecteur avait accordé la permission d'assister à l'interrogatoire depuis une pièce adjacente, par l'intermédiaire d'un miroir sans teint qui était la fierté récente du commissariat, observait le visage du vieux notaire avec une attention aiguë. Elle voyait la peur, la honte d'un homme dont le secret de famille venait d'être exposé, et autre chose encore, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier, un nœud de sentiment qui n'était ni la culpabilité, ni l'innocence, mais quelque chose entre les deux. Il ment encore, pensa-t-elle. Pas sur le meurtre, peut-être. Mais il cache autre chose. Les gens comme M. Finch ont toujours plusieurs couches de secrets, comme ces poupées russes dont ma nièce me parlait. On en ouvre une, et on en trouve une autre, et une autre encore. Elle était convaincue, à ce stade, que M. Finch était l'assassin. Les preuves étaient solides, la logique imparable, et l'homme lui-même se conduisait exactement comme un coupable, paniqué, menteur, incapable de fournir un alibi cohérent. La seule question qui la troublait, un trouble léger, comme une ombre au bord de la vision, était la porte fermée à clé. Si Madame Hartley avait verrouillé la porte de l'intérieur, comment M. Finch était-il entré? La porte avait été trouvée ouverte le lendemain matin. Quelqu'un l'avait ouverte, la victime ou le meurtrier. La clé, se dit Miss Marple. Où est passée la clé? Elle rangea cette pensée dans un coin de son esprit, comme on range une aiguille dans un coussin, pointe vers le bas, en attendant d'en avoir besoin. 3 jours s'écoulèrent, aux 3 jours pendant lesquels St. Mary Mead oscilla entre l'excitation morbide et l'indignation vertueuse. M. Finch n'avait pas été formellement arrêté. L'inspecteur Hewitt, malgré sa conviction croissante, attendait les résultats du laboratoire médico-légal. Mais il vivait en semi-reclus dans sa maison de Larch Lane, les rideaux tirés, refusant les visiteurs, nourri par les plateaux que Mme Hooper laissait devant sa porte avec la discrétion funèbre d'une prêtresse de mauvais augure. Miss Marple continuait ses promenades quotidiennes. Elle visitait la tombe de son amie, la colonel Bantry. Pas la Madame Bantry vivante et pétulante qui était sa voisine, mais le colonel Arthur Bantry, décédé 2 ans auparavant, dont la tombe se trouvait près du mur et du cimetière. C'est lors d'une de ces visites qu'elle remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu. La salle des archives, dont la porte donnait sur un couloir de la sacristie, possédait une fenêtre étroite, à peine plus qu'une meurtrière, qui s'ouvrait sur le mur est de l'église, face au cimetière. Cette fenêtre était fermée par un loquet intérieur, et Miss Marple, qui avait visité la salle des archives à plusieurs reprises lors des réunions du comité de restauration, se souvenait que le loquet était toujours en position fermée. Or, ce matin-là, debout devant la tombe du colonel Bantry, elle remarqua que le loquet était ouvert. La fenêtre était entrebâillée d'1 centimètre à peine, un espace suffisant pour laisser passer un courant d'air mais pas un être humain. Un détail minuscule, invisible à quiconque ne connaissait pas l'état habituel de cette fenêtre. Miss Marple s'approcha. Sur le rebord extérieur de la fenêtre, dans la poussière de pierre accumulée, elle distingua une trace, pas une empreinte de doigt, mais une longue éraflure, comme si quelqu'un avait passé un objet mince le long du rebord. Et dans l'angle du cadre, coincé entre la pierre et le bois, un minuscule fragment de tissu, pas du tweed, pas de la laine, mais de la soie noire, fine, du genre qu'on utilise pour doubler les vestes de qualité. Miss Marple ne toucha à rien. Elle resta debout un long moment, les yeux fixés sur ce fragment de soie, tandis que ses aiguilles,
à tricoter restèrent parfaitement immobiles dans son panier. Puis elle murmura, si bas que les mots se perdirent dans le vent du matin. « Pas du tweed. Pas du tweed du tout. » Monsieur Finch portait du tweed. C'était sa tenue permanente, son uniforme de notaire campagnard, immuable comme une déclaration de principe. Jamais Miss Marple ne l'avait vu porter quoi que ce soit doublé de soie noire. Ce détail, ce minuscule fil de soie, ne correspondait pas au portrait qu'elle avait si soigneusement construit. C'était le bouton de Madame Henderson, celui qui ne correspondait à rien. Mais elle repoussa cette pensée. Un fragment de soie pouvait venir de n'importe où. Peut-être M. Finch possédait-il une veste habillée pour les grandes occasions. Peut-être le fragment était-il là depuis des semaines, sans rapport avec le meurtre. Ce serait absurde de remettre en question une théorie solide pour un bout de tissu. Et pourtant, elle rangea cette observation à côté de la question de la clé, dans le coussin mental où elle gardait ses aiguilles les plus pointues. Le samedi matin, le village fut secoué par un événement qui aurait dû confirmer la culpabilité de M. Finch, mais qui, dans l'esprit de Miss Marple, commença à la fissurer. Madame Célia Drummond organisa comme chaque année sa garden party annuelle au profit de la restauration de l'église. C'était un événement que personne ne manquait, autant par obligation sociale que par curiosité. Les garden parties de Madame Drummond étaient des champs de bataille mondains où les alliances se nouaient et se dénouaient au-dessus de tasses de Darjeeling et de sandwichs au concombre. Ce jour-là, cependant, l'atmosphère était tendue comme une corde de violon. Le meurtre de Gwendoline Hartley planait sur la pelouse immaculée de Drummond Hall, comme un nuage d'orage sur une partie de croquet. Les invités parlaient à mi-voix, jetèrent des regards en direction de la chaise vide de M. Finch, qui n'avait pas été invité, ce qui constituait en soi un verdict social, et se servaient en gâteau avec une voracité nerveuse. Miss Marple, installée sous un parasol entre Madame Bantry et la vieille Madame Briggs, la dame de compagnie de Madame Drummond, une femme ronde et effacée aux joues roses et aux yeux de myope, observait le ballet des convives avec l'attention tranquille d'un naturaliste devant une colonie de fourmis. Elle remarqua d'abord Thomas Ashby, l'entrepreneur, qui se tenait maladroitement près du buffet, son verre de limonade à la main, visiblement mal à l'aise dans son costume du dimanche. Il parlait avec le révérend Blackwood, et Miss Marple, qui avait une ouïe remarquable pour son âge, capta des fragments de leur conversation. « Les travaux ne peuvent pas continuer tant que la police n'aura pas fini avec la sacristie, révérend. Mes hommes tournent en rond. Les coudes s'accumulent. » Le révérend Blackwood pressait ses doigts, les uns contre les autres, avec son tic habituel. « Je comprends, Thomas. Madame Drummond m'a assuré que le financement tiendrait, quelle que soit la durée des retards. C'est une femme généreuse. » Il y avait, dans la façon dont le vicaire prononça le mot « généreuse », une note étrange, quelque chose qui n'était pas de la gratitude, mais qui ressemblait à de la résignation, ou peut-être à de la peur. Miss Marple enregistra cette nuance avec la précision d'un sismographe. Ce fut Rosalind Hartley qui provoqua l'incident. Elle arriva en retard, vêtue d'une robe noire simple qui accentuait sa pâleur, les mains enfoncées dans les poches, les yeux gonflés. Elle traversa la pelouse comme un fantôme parmi les vivants, et quand Madame Drummond vint à sa rencontre avec un sourire de circonstance et des paroles de condoléance, Rosalind l'arrêta d'un geste. « Merci, Madame Drummond. Ma tante vous estimait beaucoup. Elle disait que votre soutien au projet d'archives était remarquable. » Un silence. Elle disait aussi que certaines personnes soutiennent les archives pour les mêmes raisons que d'autres les détruisent, pour contrôler ce que le monde apprend du passé. Le silence qui suivit ces mots se répandit sur la pelouse comme l'encre sur un buvard. Madame Drummond ne sia pas, ni son sourire ne vacilla pas d'un millimètre. Mais Miss Marple, qui la regardait, vit quelque chose d'infime. Un mouvement des doigts sur le collier de perles, un ajustement presque imperceptible, comme si la chaîne s'était soudain resserrée autour de son cou. « Votre tante était une femme de principe, ma chère, » répondit Madame Drummond d'une voix parfaitement maîtrisée. « C'est ce qui la rendait si admirable, et si dangereuse, parfois, pour elle-même. Les principes, voyez-vous, ne tiennent pas toujours compte des conséquences. » Rosaline ouvrit la bouche pour répondre, mais Madame Bantry, avec le talent diplomatique qu'elle déployait dans les situations de crise mondaine, intervint pour détourner la conversation vers le sujet des roses grimpantes qui cette année avaient souffert des gelées tardives. Miss Marple, qui n'avait pas quitté Madame Drummond des yeux, remarqua que l'hôtesse, en se détournant, porta sa main à la poche de sa veste de jardin, un geste rapide, presque furtif, et que cette poche semblait contenir quelque chose de volumineux.
Un livre? Un paquet? Quelque chose que Madame Drummond ne voulait pas lâcher. Intéressant, pensa Miss Marple, mais sans signification, probablement. Les gens portent toutes sortes de choses dans leurs poches lors des garden parties. Des mouchoirs, des clés, des pastilles pour la gorge. Elle retourna à ses aiguilles, à tricoter. Le motif du châle avançait. Des rangs serrés de mailles en droit et en vert qui formaient un dessin de feuilles entrelacées. Le fil de laine couleur prune s'enroulait autour de ses doigts avec une fluidité automatique, et ses pensées suivaient le même cours sinueux, tournant et retournant autour de la même question, la clé, la soie noire, et maintenant les doigts de Madame Drummond sur son collier de perles. « Non, » se reprit-elle. « Monsieur Finch, c'est Monsieur Finch. Les preuves sont là. Ne te laisse pas distraire par des détails. » Mais avant de partir, elle eut une conversation avec Madame Briggs. La dame de compagnie, libérée de ses devoirs d'hôtesse, s'était installée près du massif d'hortensia avec une assiette de scones et un air de contentement prudent. C'était une femme que personne ne remarquait. Ce qui, réfléchit Miss Marple, la rendait précieuse comme témoin. « Quelle belle réception, comme toujours !» dit Miss Marple en s'asseyant à côté d'elle. « Madame Drummond a un talent remarquable pour ces choses-là. Cela doit être agréable de vivre à Drummond Hall. » Madame Briggs sourit de son sourire rond et perpétuel. « Oh oui, c'est une belle maison, très grande. Trop grande pour 2 personnes, à dire vrai. Depuis la mort de Sir Harold, les pièces du premier étage sont fermées. Madame ne monte jamais. Elle vit au rez-de-chaussée, le salon, la bibliothèque, sa chambre. Comme si la maison avait rétréci. Elle devait être très attachée à Sir Harold. » Le sourire de Madame Briggs vacilla d'1 degré. « Attachée, oui, d'une certaine manière. Madame ne parle jamais de Sir Harold. Jamais. Pas une photographie dans le salon. Vous avez remarqué? Seulement le portrait au-dessus de la cheminée, qui était déjà là quand elle est arrivée. C'est comme si elle préférait oublier qu'il a existé. Ce qui est étrange pour une veuve dévouée, ne trouvez-vous pas? » Miss Marple la regarda avec une attention nouvelle. Très étrange, en effet. Et récemment, depuis le début du projet d'archives, avez-vous remarqué un changement dans le comportement de Madame? Madame Briggs baissa la voix, bien que personne ne fût à portée d'oreille. Elle dort mal, Miss Marple, très mal. Je l'entends arpenter sa chambre la nuit. Les planchers de Drummond Hall craquent, vous savez. On ne peut pas faire un pas sans que toute la maison le sache. Et elle brûle des choses, des papiers dans la cheminée de la bibliothèque. J'ai trouvé des cendres 2 ou 3 fois le matin, avec des traces de cire à cacheter. Des documents anciens à en juger par l'odeur. Cette odeur de vieux cuir brûlé, vous connaissez? Je n'ai rien dit, bien sûr. Ce ne sont pas mes affaires. Miss Marple remercia Madame Briggs avec une gentillesse qui dissimulait l'intensité de sa concentration. Des papiers brûlés, des documents anciens, des nuits d'insomnie, les symptômes d'une femme qui tente d'effacer des traces ou qui lutte contre un secret qui la consume. Mais ce pourrait être n'importe quoi, se dit-elle en regagnant le chemin du village. De vieilles lettres d'amour, des factures embarrassantes, des testaments. Les gens brûlent des papiers pour 1000 raisons, et la plupart sont parfaitement innocentes. Et pourtant, l'image des cendres dans la cheminée de Drummond Hall refusait de s'effacer de son esprit. Des cendres qui faisaient écho, avec une symétrie troublante, aux taches d'encre sur les mains de Gwendoline Hartley, l'encre qui écrit et les cendres qui effacent, les 2 faces d'une même vérité. Mais la distraction, quand elle vint, ne fut pas un détail. Ce fut un séisme. Le lundi suivant, à 6 heures du matin, le sacristain Biggs ouvrit l'église pour la prière matinale et trouva la porte de la salle des archives défoncée. Quelqu'un s'était introduit dans la nuit, pas par la porte principale, mais par la fenêtre latérale que Miss Marple avait examinée 2 jours plus tôt et qui avait été forcée, le loquet arraché, le bois du cadre éclaté. À l'intérieur, le spectacle était celui d'une dévastation méthodique. 3 registres paroissiaux avaient été retirés des étagères et brûlés dans la cheminée de la sacristie. Les cendres étaient encore tièdes quand M. Biggs les découvrit, des cendres noires mêlées de fragments de cuir calciné et de lambeaux de papier sur lesquels on pouvait encore deviner, ici et là, une lettre, un chiffre, un nom à demi dévoré par les flammes. L'encre ancienne, celle des registres centenaires, avait produit en brûlant une fumée âcre qui imprégnait encore l'air de la sacristie. Les registres détruits étaient ceux couvrant les périodes 1880 à 1900, 1900 à 1920 et 1920 à 1945. L'inspecteur Hewitt arriva dans l'heure, le visage sombre. Miss Marple, prévenue par Madame Bantry, le rejoignit à l'église, et cette fois, l'inspecteur ne fit aucune objection à sa présence.
Il avait besoin de toute l'aide disponible. 3 registres détruits, dit-il en contemplant les cendres. Les mêmes périodes que celles sur lesquelles travaillait Madame Hartley. Quelqu'un ne voulait pas que ces informations survivent à la mort de l'archiviste. « Et Monsieur Finch ?» demanda Miss Marple, bien qu'elle connût déjà la réponse. L'inspecteur serra les mâchoires. Monsieur Finch était sous surveillance. Le constable Palk était posté devant sa maison depuis vendredi soir. C'est la procédure avant une éventuelle arrestation. Finch n'a pas quitté son domicile de toute la nuit. Palk en est certain. Le silence qui suivit fut d'une qualité différente de tous les silences précédents. C'était un silence qui changeait tout, qui renversait les certitudes, qui forçait les pensées à changer de direction comme un fleuve dévié par un glissement de terrain. Miss Marple regarda les cendres. Elle regarda la fenêtre forcée. Elle regarda l'espace vide sur les étagères, là où 3 volumes reliés de cuir avaient reposé pendant plus d'un siècle, portant en eux les traces d'encre de milliers de vies, naissance, mariage, décès, propriété, serment, mensonge, toutes ces vies réduites à présent à un tas de cendres noires dans une cheminée de pierre. « Ce n'est pas Monsieur Finch, dit-elle à voix basse. L'inspecteur Hewitt la regarda. « Vous étiez pourtant convaincu. J'avais tort. » Les mots lui coûtèrent, mais elle les prononça avec la netteté d'une lame qui coupe. « J'avais tort, inspecteur, et c'est une erreur impardonnable pour quelqu'un qui devrait savoir mieux. J'ai fait ce que j'enseigne aux autres de ne pas faire. J'ai regardé les faits qui confirmaient ma théorie, et j'ai ignoré ceux qui la contredisaient. Le fragment de soie noire à la fenêtre, la question de la clé, le comportement de Madame Drummond à la garden party. » Elle secoua la tête, irritée contre elle-même. Et maintenant, quelqu'un a détruit les registres. Et ce quelqu'un n'est pas Monsieur Finch, ce qui signifie que le meurtre de Madame Hartley et la destruction des registres sont l'œuvre de la même personne. Et que cette personne n'est pas un vieux notaire grincheux préoccupé par des actes fonciers vieux d'un siècle. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus déterminé, de plus méthodique, de plus dangereux. L'inspecteur Hewitt passa une main lasse sur son visage. « Alors on recommence à zéro ?» Miss Marple regarda la fenêtre forcée, le bois éclaté, les traces sur le rebord extérieur. « Non, inspecteur, pas à zéro, à l'encre. C'est l'encre qui nous donnera la réponse. L'encre qui a été effacée, l'encre qui a été brûlée, l'encre qui reste quand on croit l'avoir détruite. Madame Hartley avait raison. L'encre ne s'efface jamais complètement. » Elle se tourna vers l'étagère où un espace vide béait entre les volumes restants. « Inspecteur, combien de registres manquaient avant cette nuit ?» Hewitt consulta son carnet. D'après l'inventaire de Madame Hartley, qui était, il faut le reconnaître, d'une précision remarquable, il y avait 32 registres au total. 3 ont été brûlés cette nuit. Mais Madame Hartley avait noté dans ses fiches qu'un registre avait déjà été retiré avant sa mort. Un volume couvrant la période 1935 à 1945. Elle avait écrit dans la marge de sa fiche « Registre 27, absent de l'étagère. Emprunté, vérifié avec le révérend Blackwood, ne sait pas. » Miss Marple sentit un frisson parcourir son échine. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de la sacristie. Un registre disparu avant le meurtre, et 3 registres brûlés après. Quelqu'un cherche à faire disparaître quelque chose qui est écrit dans ces registres, inspecteur. Pas les registres fonciers qui préoccupaient M. Finch. Ce sont des registres différents, ou des registres qui couvrent aussi les mariages, les naissances, les décès, les traces de vies humaines, les preuves de ce que les gens sont, d'où ils viennent et à qui ils sont liés. Elle s'interrompit, le regard perdu dans les cendres, où un dernier fragment de page se consumait lentement, l'encre ancienne se tordant et noircissant avant de se muer en fumée. « Et la personne qui cherche à effacer ces traces, poursuivit-elle d'une voix presque inaudible, est quelqu'un pour qui ces traces sont un danger mortel, non pas un danger juridique. M. Finch se préoccupait de droit foncier, de légalité, de procédure, mais un danger existentiel, quelqu'un dont l'identité même, la position dans le monde, dépend de ce que ces registres contiennent ou ne contiennent pas. » L'inspecteur Hewitt ouvrit la bouche pour répondre, mais Miss Marple, perdue dans ses pensées, était déjà repartie vers la sortie, son panier au bras, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement dans l'air du matin. Dans le cimetière, en passant devant la tombe du colonel Bantry, elle s'arrêta. Le soleil avait percé les nuages et tombait sur les pierres tombales en bandes obliques, éclairant les inscriptions gravées, des noms, des dates, des épitaphes, de l'encre de pierre, indélébile, les noms des morts, les noms,
pensa-t-elle. C'est toujours une question de nom. Au même instant, elle remarqua que Madame Drumond traversait le cimetière à pas rapides, venant de la direction de l'église. Leurs regards se croisèrent. Madame Drumond s'arrêta, surprise, et dans la seconde qui suivit, une seconde à peine, le temps d'un battement de cœur, Miss Marple vit quelque chose passer dans les yeux verts de Célia Drumond. Pas de la culpabilité, pas de la peur, quelque chose de plus primitif encore, la vigilance nue d'un animal qui découvre qu'il est observé. « Bonjour, Miss Marple. » La voix était redevenue lisse, polie, impénétrable. Quelle terrible affaire! J'ai appris pour les registres. Quel vandalisme! En effet, ma chère, tout ce travail de Madame Hartley réduit en cendres. Quel gaspillage! Mais dites-moi, les registres de 1920 à 1945, c'est la période où Sir Harold et sa famille sont arrivés dans la paroisse, n'est-ce pas? Quel dommage que ces registres aient été détruits. Toute cette histoire de famille perdue. Le silence dura exactement 3 battements de cœur. Puis Madame Drumond sourit. Un sourire parfait, mesuré, glacial. Sir Harold est arrivé dans la paroisse en 1938. Mais il y a d'autres sources, bien sûr, les actes notariés, les registres d'état civil de Brackhampton. Les registres paroissiaux ne sont pas les seuls dépositaires de la mémoire, Miss Marple. Non, bien sûr que non. Mais ils sont les plus intimes, ne trouvez-vous pas? Les registres paroissiaux contiennent des choses que les registres officiels ne mentionnent pas. Des annotations du vicaire, des notes en marge, des détails que les familles préféreraient oublier. Madame Drumond ne répondit pas immédiatement. Elle ajusta son collier de perles, ce geste, encore, que Miss Marple avait déjà vu, et inclina la tête. Vous avez raison, naturellement. Les registres paroissiaux sont des documents vivants. C'est pourquoi leur destruction est si regrettable. Bonne journée, Miss Marple. Elle s'éloigna, sa silhouette élégante se découpant contre les ifs du cimetière. Miss Marple la regarda partir, immobile, ses aiguilles serrées dans son panier comme des armes au repos. Madame Drumond, pensa-t-elle, et le nom résonna dans son esprit avec la clarté d'une cloche. Pas Monsieur Finch, Madame Drumond. Mais elle ne savait pas encore pourquoi. C'était comme voir la forme d'un mot à travers un buvard. Les contours étaient là, le sens flottait juste hors de portée, et il faudrait plus de lumière pour le lire. Ce fut le mardi après-midi, jour de visite habituel de Madame Drumond aux archives, un rendez-vous que les circonstances avaient évidemment annulé, que Miss Marple tendit son piège. L'occasion se présenta sous la forme d'un thé au presbytère, et organisé par le révérend Blackwood pour y apporter du réconfort à la communauté en ces temps troublés, comme il le formula dans son annonce à la messe du dimanche, avec cette maladresse sincère qui le caractérisait. Le salon du presbytère était une pièce agréable, aux murs tapissés de livres et de gravures, représentant des scènes bibliques, meublée de fauteuils fatigués mais confortables, et d'une table basse sur laquelle Madame Biggs, la gouvernante du vicaire, sans lien de parenté avec le sacristain, avait disposé un service à thé en porcelaine bleue et une assiette de scones au raisin. Était présente Madame Drumond, élégante comme toujours dans un tailleur gris-perle, Madame Bantry qui servait de chaperonne morale à Miss Marple, Rosalind Hartley, pâle et silencieuse dans sa robe noire, Madame Briggs, la dame de compagnie, homme qui souriait à tout le monde avec une bienveillance confuse, et Mademoiselle Hartnell, qui ne ratait jamais une occasion de se rendre au presbytère pour des raisons que tout le village suspectait, mais que personne ne formulait à voix haute. Le révérend Blackwood présidait avec un inconfort visible, ses mains pressées l'une contre l'autre comme en prière perpétuelle. Miss Marple accepta une tasse de thé, un scone, et une position stratégique dans le fauteuil le plus proche de la cheminée, un siège d'où elle pouvait observer le visage de chacun sans tourner la tête. La conversation, d'abord contrainte, s'orienta naturellement vers le meurtre et l'effraction. Mademoiselle Hartnell, qui avait abandonné sa théorie du vicaire coupable au profit de celle d'un rôdeur venu de Brackhampton, pérorait sur l'insécurité des campagnes modernes. Madame Bantry tentait de ramener le sujet aux roses. Rosalind Hartley contemplait sa tasse sans la porter à ses lèvres. Miss Marple attendit. Elle avait appris, au fil d'une longue vie d'observation, que les meilleurs pièges sont ceux qui ressemblent le plus à des accidents. Elle attendit que la conversation atteigne un creux naturel, ce moment où les tasses sont reposées, les assiettes vidées, et où le silence menace de devenir gênant. Et alors, avec un naturel parfait, elle laissa tomber sa bombe. « Oh, à propos, dit-elle de cette voix légère et vagabonde qui était son arme la plus redoutable. J'ai eu une conversation fascinante avec l'inspecteur Hewitt ce matin.
il m'a appris quelque chose que je trouvais tout à fait remarquable. Il semble que Madame Hartley, quelle femme prévoyante, avait pris l'habitude d'emporter chez elle les registres les plus importants pour les photographier. Elle avait un appareil photographique, voyez-vous, un de ces appareils modernes, et elle faisait des copies de chaque page. L'inspecteur a retrouvé dans le cottage une boîte entière de photographies, des clichés de tous les registres, y compris ceux qui ont été brûlés. Toutes les pages, chaque nom, chaque date, chaque annotation marginale. L'encre brûle, mais la photographie survit. N'est-ce pas merveilleux? Miss Marple leva les yeux de son tricot avec un sourire innocent et balaya le salon du regard, comme une grand-mère partageant une anecdote sans conséquence. Le révérend Blackwood cessa de presser ses mains et les laissa retomber sur ses genoux. Rosaline Hartley releva la tête, une lueur d'espoir dans ses yeux gris. Mademoiselle Hartnell émit un « Oh !» d'approbation. Madame Bantry hocha la tête avec satisfaction. Madame Briggs sourit de son sourire vague et perpétuel. Et Madame Drummond ne bougea pas. Elle ne bougea absolument pas. Pas un muscle de son visage ne tressaillit. Pas un doigt ne se déplaça sur la porcelaine de sa tasse. Elle était, pendant l'espace de 3 secondes, aussi immobile qu'une photographie elle-même, figée dans un instant de contrôle si absolu qu'il trahissait l'immensité de la tempête qu'il contenait. Puis elle porta sa tasse à ses lèvres, but une gorgée, et la reposa avec un tintement délicat. « Quelle présence d'esprit, dit-elle. Madame Hartley était vraiment une femme exceptionnelle. J'espère que ces photographies permettront à la police de progresser. Oh, sait-on quel registre elle avait photographié en priorité ?» La question était posée avec une nonchalance parfaite. Mais Miss Marple, qui guettait exactement cette réaction, nota 2 choses. La première était que Madame Drummond avait demandé quel registre avait été photographié. Non pas si les photographies étaient lisibles, ni si elles pouvaient servir de preuve, mais quel registre spécifique. C'était la question de quelqu'un qui cherchait à savoir si un document particulier avait survécu à la destruction. La seconde chose que Miss Marple nota, et celle-ci lui donna un frisson d'une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'affaire Blacklock, était que les mains de Madame Drummond, ces mains si fines, si parfaitement manucurées, avaient un tremblement infime. Un tremblement que la porcelaine de Wedgwood amplifiait en une vibration à peine perceptible, mais que l'œil exercé de Miss Marple captait comme un sismographe, capte un tremblement de terre à 1000 kilomètres. « Oh, tous les registres, je crois, » répondit Miss Marple avec un vague geste de la main. « L'inspecteur vérifie les clichés en ce moment même. Je crois qu'il est particulièrement intéressé par la période 1935 à 1945. Vous savez, le registre qui avait disparu de l'étagère avant même le meurtre. Il semble que Madame Hartley l'avait photographié avant qu'il ne disparaisse. Quelle chance, n'est-ce pas? » Cette fois, le silence fut différent. Ce fut un silence de porcelaine, fragile, tendu, prêt à se briser. Madame Drummond reposa sa tasse avec une lenteur délibérée, et ses yeux verts croisèrent ceux de Miss Marple avec une acuité qui n'avait plus rien de mondain. Pendant un instant bref comme un éclair, mais que Miss Marple enregistra avec une clarté totale. Le masque tomba, et ce qui apparut dessous n'était pas la colère ni la peur, mais quelque chose de plus nu encore. Le désespoir froid et calculateur d'un animal traqué qui évalue ses options de fuite. Puis le masque se recomposa, impeccable. Madame Drummond sourit. « Comme vous dites, Miss Marple, quelle chance !» Le thé se poursuivit encore 10 minutes, porté par la conversation de Madame Bantry sur les delphiniums et par les théories de Mademoiselle Hartnell sur le vandalisme des jeunes de Brackhampton. Miss Marple tricota, sourit, acquiesça et ne dit plus rien de remarquable. Mais quand elle se leva pour partir, elle croisa le regard de Rosalind Hartley et dans les yeux gris de la jeune femme, elle vit une question muette, une question à laquelle elle ne pouvait pas encore répondre, mais à laquelle elle commençait à entrevoir la réponse. En rentrant chez elle, marchant lentement le long de la haie d'aubépine qui bordait le chemin entre le presbytère et son cottage, Miss Marple laissa ses pensées se dérouler comme le fil de laine de son tricot. Méthodiquement, rang après rang, maille après maille. Elle commença par ce qu'elle savait. Madame Gwendoline Hartley avait été tuée parce qu'elle avait découvert quelque chose dans les registres paroissiaux. Non pas les registres fonciers qui préoccupaient M. Finch, cette piste était un leurre, une coïncidence malheureuse qui avait fait du vieux notaire un coupable trop commode. Non, le vrai mobile résidait dans les registres d'état civil, naissance, mariage, décès, et plus précisément dans le registre 27, celui couvrant la période 1935 à 1945,
qui avait disparu de l'étagère avant le meurtre. Miss Marple s'arrêta près du portillon de son jardin et regarda le ciel, où des nuages d'un gris doux défilaient, comme des pensées lentes. Madame Drummond. Célia Drummond, née qui? Miss Marple fronça les sourcils. Elle réalisa qu'elle ne connaissait pas le nom de jeune fille de Madame Drummond. Elle ne connaissait Célia que comme Madame Harold Drummond, maîtresse de Drummond Hall, bienfaitrice de la paroisse, veuve respectable et fortunée. Mais d'où venait-elle? Quand avait-elle épousé Sir Harold? Et pourquoi l'arrivée de Sir Harold dans la paroisse en 1938, un fait qu'elle avait mentionné avec une précision suspecte lors de leur rencontre au cimetière, coïncidait-elle avec la période couverte par le registre disparu? Cela me rappelle, pensa Miss Marple en ouvrant son portillon, Madame Jessop, la femme du boucher de Lower Padbourne. Tout le monde la connaissait comme Madame Jessop. Elle faisait partie du paysage, aussi solide et incontestable que le comptoir de la boucherie. Et puis un jour, un cousin éloigné est arrivé de Liverpool, et il s'est avéré que Madame Jessop n'était pas Madame Jessop du tout. Monsieur Jessop avait une première femme, voyez-vous, une femme qui n'était pas morte mais qui vivait sous un autre nom dans une pension de Blackpool. Le mariage avec Madame Jessop était nul, elle n'avait jamais été sa femme. Et quand la vérité est sortie, la pauvre femme a perdu sa maison, son nom, son statut, tout ce qu'elle croyait être. Miss Marple s'assit dans son jardin, sous les delphiniums, et ferma les yeux. Un premier mariage. C'était cela, n'est-ce pas? Sir Harold Drummond avait eu un premier mariage. Un mariage enregistré dans le registre paroissial de Saint-Michel, le registre 27, la période 1935 à 1945. Un mariage que Célia ignorait, ou que Célia avait appris trop tard, et qui signifiait que son propre mariage avec Sir Harold, célébré quand? Après la guerre, probablement, dans une autre paroisse, était nul et non avenu. Bigamie. Le mot résonnait comme une pierre dans un puits. Si le premier mariage n'avait jamais été légalement dissous, alors Célia n'avait jamais été Lady Drummond. Drummond Hall ne lui appartenait pas. L'héritage, la fortune, et le titre de courtoisie, la position sociale, tout cela reposait sur un mensonge inscrit à l'encre dans un registre paroissial. Et Madame Hartley l'avait trouvé. Miss Marple rouvrit les yeux. Les pièces s'emboîtaient maintenant avec la précision impitoyable d'un mécanisme d'horloge. Le motif, l'encre, prenait sa pleine signification. L'encre qui enregistre la vérité. L'encre qu'on ne peut pas effacer, seulement brûler. L'encre sur les mains de Gwendoline Hartley, cette encre ancienne incrustée sous ses ongles. L'encre du registre 27, qu'elle avait manipulée, photographiée, étudiée. L'encre de l'encrier renversé, l'encre fraîche qui avait coulé sur le bureau comme le sang de la vérité assassinée. Célia Drummond avait tué Gwendoline Hartley pour protéger un secret qui, s'il était révélé, détruirait tout ce qu'elle était. Même, et ensuite, méthodiquement, elle avait détruit les registres qui contenaient de la preuve. Ou plutôt, elle avait tenté de les détruire, car la destruction des registres fonciers de M. Finch avait été un camouflage, un écran de fumée destiné à faire croire que le mobile était lié aux propriétés terriennes, et non à un scandale matrimonial. Mais elle ne savait pas que Madame Hartley avait tout photographié. Ou plutôt, corrigea Miss Marple avec un petit sourire triste, elle ne le savait pas jusqu'à cet après-midi quand je le lui ai dit. Ce dernier point la troubla. Elle avait tendu un piège, et le piège avait fonctionné. La réaction de Madame Drummond avait confirmé ses soupçons. Mais en révélant l'existence des photographies, elle avait aussi donné à la meurtrière une raison de frapper encore. Le cottage de Rosalind Hartley, où les photographies étaient censées se trouver, n'était pas en sécurité. Miss Marple se leva et se dirigea vers son téléphone. Sur la table du couloir, à côté de l'appareil, le châle inachevé attendait, les mailles aux couleurs prunes formant leur motif de feuilles entrelacées, interrompu au milieu d'un rang, le fil pendant comme une question sans réponse. Elle ne le reprendrait pas ce soir. Il y avait d'autres fils à tirer, d'autres motifs à déchiffrer, et cela ne pouvait pas attendre. L'inspecteur Hewitt écouta Miss Marple avec une attention qui, cette fois, n'avait rien de contraint. La théorie était spéculative, il le savait, mais elle avait une cohérence que les faits bruts ne pouvaient pas ignorer. Il donna des instructions pour que le cottage de Rosalind soit surveillé et pour qu'une recherche soit lancée dans les registres d'état civil du comté sur les mariages de Sir Harold Drummond. Les résultats arrivèrent le lendemain matin, par téléphone, depuis le bureau de l'état civil de Brackhampton, et ils confirmèrent, avec la brutalité sèche des documents administratifs, tout ce que Miss Marple avait deviné. Sir Harold Drummond
avait épousé une première femme, mademoiselle Dorothy Webb, le 14 mai 1938, à l'église Saint-Michel de St. Mary Mead. Le mariage avait été célébré par le vicaire de l'époque, le révérend Ashworth, et enregistré dans le registre paroissial, le registre 27. Dorothy Webb était décédée en 1942, officiellement de pneumonie, dans un sanatorium du Devonshire. Sir Harold avait ensuite épousé Celia Parker en 1946, dans une église de Londres. Jusque-là, tout était légal. Mais les fiches de Madame Hartley, retrouvées dans le cottage, soigneusement classées dans une boîte en carton, racontaient une histoire différente. Madame Hartley avait découvert, dans les annotations marginales du registre 27, une note du révérend Ashworth datée de 1943, un an après la mort officielle de Dorothy Webb. La note disait « Reçu ce jour la visite de Madame Dorothy Drummond, née Webb, en bonne santé. Demande de certificat de baptême pour son fils Edward Drummond, né le 3 mars 1940 à Brackhampton. » Le révérend avait ajouté, entre parenthèses, avec cette précision scrupuleuse des ecclésiastiques de village, « Nota bene, Madame Drummond signale qu'elle réside désormais sous le nom de Madame Dorothy Marsh, à Bristol, suite à une séparation d'avec son mari. Aucun divorce enregistré à ma connaissance. » La note en marge avait survécu aux décennies, écrite à l'encre noire du révérend Ashworth, d'une écriture fine et précise qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Dorothy Webb, la première femme de Sir Harold, n'était pas morte en 1942. Elle était vivante en 1943, avec un fils. Et si elle était encore vivante quand Sir Harold avait épousé Celia en 1946? Le mariage de Celia était nul. Son titre, sa fortune, sa maison, tout reposait sur un acte bigame. Et si l'existence d'un fils légitime, Edward Drummond, était prouvée, alors c'est lui, et non Celia, qui était l'héritier de Sir Harold. Miss Marple, en apprenant ces détails, ferma les yeux un instant. Elle pensa à Celia Drummond, à cette femme élégante, maîtrisée, qui avait vécu pendant près de 30 ans dans une demeure qui n'était pas la sienne, portant un nom qui n'était pas le sien, construisant une identité sur des fondations de sable. Et puis Gwendoline Hartley, avec son méticulosité de bibliothécaire et son obstination de chercheuse, avait trouvé la fissure. L'encre du révérend Ashworth, patiente et indélébile, avait attendu 60 ans dans les marges d'un registre poussiéreux pour détruire le monde de Celia Drummond. La pauvre femme, pensa Miss Marple. Et puis aussitôt, non, paham, la pauvre femme, une meurtrière. Il ne faut jamais confondre la sympathie avec l'absolution. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Madame Jessop, la femme du boucher, qui avait perdu sa maison et son nom quand la vérité avait émergé. Madame Jessop qui n'avait tué personne, qui avait simplement pleuré et qui avait déménagé à Bournemouth, on ne dit où elle tenait à présent une pension de famille sous son vrai nom. Celia Drummond, elle, avait choisi un autre chemin. Elle avait choisi de tuer pour préserver son mensonge. C'est la différence, pensa Miss Marple. Madame Jessop a accepté la perte de ce qu'elle croyait être. Madame Drummond ne l'a pas pu. Et c'est cette incapacité à lâcher prise, cette terreur de perdre une identité construite sur des sables mouvants, qui l'a poussée au meurtre. Le révérend Blackwood, convoqué par l'inspecteur, confirma un détail supplémentaire. Il avait lui-même découvert l'existence du premier mariage de Sir Harold, non pas dans les registres paroissiaux, mais par une lettre anonyme reçue 6 mois plus tôt, une lettre dactylographiée qui l'informait que les archives de sa paroisse contenaient un secret qui pourrait renverser des existences. Il avait vérifié discrètement et avait trouvé la note du révérend Ashworth. Puis, pris de panique, car Madame Drummond était la principale bienfaitrice de son église et sa position de vicaire dépendait en grande partie de sa bienveillance, il n'avait rien dit. « J'ai eu tort », murmura-t-il, les mains pressées si fort l'une contre l'autre que les phalanges avaient blanchi. « J'ai eu tort de me taire. Si j'avais parlé, Madame Hartley serait peut-être encore en vie. » L'inspecteur Hewitt nota cette confession, avec une expression qui oscillait entre la colère et la pitié. Miss Marple, elle, regardait les mains du vicaire, ses mains toujours en prière, toujours en pénitence, et pensait que le silence, parfois, est le plus mortel des complices. « Et la lettre anonyme, demanda-t-elle, avez-vous une idée de qui l'a envoyée ?» Le révérend secoua la tête. « Je l'ai brûlée, par lâcheté, mais j'ai toujours pensé, le style, la précision des indications, cela ressemblait au style de quelqu'un qui connaissait les archives, quelqu'un qui savait exactement où chercher. » Miss Marple hocha la tête. La pièce manquante venait de se mettre en place. Madame Hartley elle-même avait envoyé la lettre, non pas pour faire chanter,
mais par sens du devoir. Elle avait découvert le secret, elle avait averti le vicaire, et quand celui-ci n'avait rien fait, elle avait continué ses recherches, accumulant les preuves, photographiant les registres, attendant le moment propice pour agir. Et Celia Drummond, alertée par le comportement nerveux du vicaire ou par une indiscrétion de celui-ci, avait compris que le danger approchait. Le piège s'était refermé. Il ne restait plus qu'à le rendre visible. L'inspecteur Hewitt, sur le conseil de Miss Marple, organisa la confrontation dans le salon de Drummond Hall. Miss Marple en était consciente, un choix délibéré, non pas cruel, mais nécessaire. Celia Drummond devait être confrontée à la vérité dans le lieu même où elle avait construit son mensonge, entre les murs de cette maison qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Le salon était une pièce magnifique, aux proportions généreuses, avec de hautes fenêtres donnant sur le jardin à la française, que Celia entretenait avec la même précision maniaque qu'elle apportait à tout. Les haies de buis taillées au cordeau, les parterres de roses géométriques, les allées de gravier immaculés. Au-dessus de la cheminée, d'un portrait à l'huile de Sir Harold Drummond, un homme corpulent au regard jovial, l'air d'un gentleman farmer satisfait de son sort, contemplait la scène avec une sérénité que les événements à venir allaient en rendre obscène. On était jeudi soir, et la lumière du couchant entrait par les fenêtres en bandes dorées qui tombaient sur le tapis perçant et sur les visages des personnes rassemblées. L'inspecteur Hewitt se tenait debout près de la cheminée, son carnet à la main. Le sergent Fletcher était posté près de la porte. Miss Marple occupait un fauteuil à oreilles dans un angle de la pièce, presque invisible, ses aiguilles à tricoter immobiles pour une fois, ses mains croisées sur le châle prune inachevé. Étaient également présents Rosaline Hartley, assise sur le bord d'un canapé, les mains serrées sur ses genoux, le révérend Blackwood. Il y a debout derrière un fauteuil, le visage livide, M. Edgar Finch, convoqué malgré ses protestations, installé dans un fauteuil avec l'expression d'un homme qui attend qu'on lui rende justice. Thomas Ashby, adossé au mur, les bras croisés, mal à l'aise, et Madame Briggs, la dame de compagnie, recroquevillée dans un coin comme un petit animal effrayé. Madame Drummond était assise dans son fauteuil habituel, un siège à haut dossier placé près de la fenêtre, d'où elle dominait la pièce comme depuis un trône. Elle portait un ensemble bleu marine, son collier de perles et une expression de courtoise perplexité, comme si cette réunion n'était qu'un désagrément social de plus, une contrariété à gérer avec grâce avant le dîner. L'inspecteur Hewitt s'éclaircit la gorge. « Je vous ai réunis ce soir parce que l'enquête sur le meurtre de Madame Gwendoline Hartley a connu des développements significatifs. Avec votre permission, je vais demander à Miss Marple de partager ses observations. » Miss Marple ? Miss Marple leva les yeux de ses mains croisées. Elle regarda chaque visage, l'un après l'autre, avec la même attention qu'elle portait à l'examen de ses rosiers, patiemment, méthodiquement, comme si elle cherchait les premiers signes d'une maladie sous la beauté des pétales. Puis elle parla, et sa voix, douce et claire, remplit la pièce comme le son d'une cloche de village. « Madame Hartley, commença-t-elle, était une femme remarquable. Je ne la connaissais pas très bien, nous n'étions pas intimes, mais j'admirais son dévouement aux archives paroissiales. Elle avait cette qualité rare chez les chercheurs, une honnêteté absolue. Elle ne cherchait pas un résultat particulier, elle cherchait la vérité, quelle qu'elle fût. Et c'est cette honnêteté qui l'a tuée. » Un silence. Miss Marple poursuivit. « Quand Madame Hartley a été trouvée morte dans la salle des archives, tout semblait indiquer un crime lié au registre foncier. Monsieur Finch, pardonnez-moi, Monsieur Finch, avait un mobile apparent, une querelle publique avec la victime, et pas d'alibi. Les preuves s'accumulaient les contre lui avec une facilité presque trop grande. Un bouton de manchette trouvé près de l'église, un mensonge sur ses déplacements, des documents compromettants dans son bureau. J'ai moi-même cru pendant plusieurs jours que Monsieur Finch était coupable. Monsieur. Finch émit un grognement qui pouvait être de la satisfaction ou de l'amertume. Mais deux détails me troublaient, poursuivit Miss Marple. Le premier était la porte. Madame Hartley travaillait derrière une porte fermée à clé. Le matin, la porte était ouverte. Où était la clé? La police ne l'a jamais retrouvée. Or, si M. Finch avait frappé à la porte et si Madame Hartley lui avait ouvert, pourquoi la clé aurait-elle disparu? En revanche, si quelqu'un possédait un double de la clé... Elle fit une pause. Madame Drummond, en tant que responsable du projet de restauration, avait un double de toutes les clés de l'église. C'est dans le compte-rendu du comité paroissial de janvier dernier. Madame Drummond ne bougea pas. Ses yeux verts étaient fixés sur Miss Marple avec une intensité qui aurait fait reculer une personne moins expérimentée.
Le second détail, poursuivit Miss Marple, était un fragment de soie noire que j'ai trouvé sur le rebord de la fenêtre de la salle des archives. Pas du tweed. Monsieur Finch ne porte que du tweed. De la soie noire, du genre qu'on utilise pour doubler les vestes de qualité. Le genre de soie qu'on trouve dans les vestes de tailleurs de personnes élégantes. Elle ne regarda pas Madame Drummond. Elle n'avait pas besoin de la regarder. Et puis il y a eu la destruction des registres. 3 volumes brûlés dans la cheminée de la sacristie, la nuit où Monsieur Finch était sous surveillance policière. Ce n'était pas Monsieur Finch, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait accès à l'église par la fenêtre latérale, quelqu'un qui savait exactement quel registre détruire. Et quel registre était-ce? Les registres couvrant les périodes 1880 à 1900, 1900 à 1920 et 1920 à 1945. Les mêmes registres qui contenaient les actes fonciers, oui, mais aussi les registres de mariage, de naissance et de décès de la paroisse. Miss Marple prit une inspiration. Elle sentait le poids de ce qu'elle s'apprêtait à dire, et elle l'assuma avec la gravité tranquille qui était sa marque. L'inspecteur Hewitt a découvert, grâce aux fiches de Madame Hartley et aux photographies qu'elle avait prises des registres, que Sir Harold Drummond avait épousé une première femme, Mademoiselle Dorothy Webb, en 1938 dans cette paroisse. Ce mariage est enregistré dans le registre 27, le registre qui avait mystérieusement disparu de l'étagère avant le meurtre. Dorothy Webb n'est pas morte en 1942, comme le certificat de décès le laissait croire. Elle était vivante en 1943. Le révérend Ashworth l'a noté dans les marges du registre. Elle avait un fils, et si Dorothy Webb était encore vivante quand Sir Harold a épousé Madame Celia Parker en 1946. Assez. Le mot trancha le silence comme un éclat de verre. Madame Drummond s'était levée de son fauteuil. Elle se tenait très droite, les épaules en arrière, le menton levé, et pendant un instant, elle eut l'allure d'une reine faisant face à son tribunal. Ses yeux verts brillaient une lumière dure, minérale, et ses mains si élégantes, si maîtrisées, étaient serrées le long de son corps, les phalanges blanches, les ongles manucurés enfoncés dans les paumes. « Assez, Miss Marple, vous êtes très maligne, n'est-ce pas? Une vieille dame avec ses aiguilles à tricoter et ses histoires de village. Très maligne. » Miss Marple la regarda sans hostilité, mais sans faiblir non plus. « Je ne suis pas maligne, Madame Drummond. Je suis observatrice. Et j'ai eu beaucoup de temps, au fil des années, pour observer la nature humaine. » Madame Drummond émit un rire bref, un rire qui n'avait rien de joyeux, un rire sec et craquant comme du bois mort. La nature humaine. Oui, parlons-en de la nature humaine. Sa voix avait changé. Le vernis de courtoisie s'était fissuré, et dessous, il y avait quelque chose de cru, de presque sauvage, comme une plaie à vif sous un bandage de soie. Vous voulez que je vous raconte ce que c'est, la nature humaine, Miss Marple? C'est une femme de 24 ans qui épouse un homme de confiance, un homme qui lui dit qu'il est veuf, un homme qui lui offre un nom, une maison, une vie. Et cette femme passe 30 ans à bâtir quelque chose, un foyer, une position, une identité. Elle restaure la maison, elle finance l'église, elle siège au comité, elle organise les garden parties, elle devient quelqu'un, et puis une archiviste bénévole, une femme avec une loupe et un sens du devoir démesuré, tombe sur une note dans un registre poussiéreux, et tout ce que cette femme a construit en 30 ans, menace de s'écrouler. Comme un château de cartes. Comme si rien de tout cela n'avait jamais compté. Sa voix tremblait maintenant, et ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais de quelque chose de plus terrible que les larmes, une fureur ancienne, nourrie par des années de peur secrète, qui montait enfin à la surface comme du magma. « Saviez-vous que votre mariage n'était pas valide ?»« Oh » demanda Miss Marple avec douceur. Les mains de Madame Drummond se crispèrent. « Non, pas au début. Harold ne m'a jamais rien dit. J'ai vécu 20 ans de bonheur, 20 ans, avant de trouver dans ses papiers après sa mort une lettre de cette femme, Dorothy Webb, datée de 1950. Elle lui demandait de l'argent pour leur fils. Harold avait payé apparemment, pendant des années, et il ne m'en avait jamais dit un mot. Le silence dans la pièce était total. Rosalind Hartley avait porté une main à sa bouche. Le révérend Blackwood avait fermé les yeux. Monsieur Finch fixait Madame Drummond avec une expression qui oscillait entre l'horreur et une sorte de compréhension réticente. « Et quand vous avez trouvé cette lettre, vous avez compris que votre mariage n'était pas légal, poursuivit Miss Marple. Que Drummond Hall ne vous appartenait pas, que votre titre, votre position, votre fortune,
Tout cela reposait sur un mensonge de votre mari. Un mensonge qu'il avait emporté dans sa tombe. Madame Drummond vacilla. Pour la première fois, sa posture parfaite s'affaissa, comme si une corde qui la tenait debout venait d'être coupée. Elle s'appuya sur le dossier du fauteuil, et ses doigts agrippèrent le tissu avec la force de quelqu'un qui se retient de tomber. « J'ai vérifié, dit-elle d'une voix rauque. Dorothy Webb est morte en 1968. Réellement morte cette fois. Je suis allé à Bristol, j'ai trouvé le registre des décès. Mais elle avait un fils, Edward Drummond, le fils légitime d'Harold. Si son existence était prouvée, si quelqu'un retrouvait l'acte de mariage original et la note du révérend Ashworth. » Elle s'interrompit, et ses lèvres tremblaient. « J'aurais tout perdu, tout. Non pas l'argent. L'argent ne m'a jamais importé autant que vous le croyez, mais le nom, la maison, les 30 ans de ma vie que j'ai consacrés à cet endroit. Qui serais-je sans Drummond Hall, sans les garden parties, sans les comités, sans les gens qui disent « Bonjour, Madame Drummond » quand je traverse le village? Personne. Je serais personne. Sa voix se brisa. Elle porta une main à son visage. Pas pour essuyer des larmes, car elle ne pleurait pas, mais comme pour cacher quelque chose de plus intime que les larmes, le spectacle de son propre effondrement. « Et quand Madame Hartley a trouvé le registre 27, commença Miss Marple, elle m'a écrit. Les mots sortirent comme arrachés. Une lettre courtoise, bien sûr. Madame Hartley était toujours courtoise. Elle m'informait qu'elle avait trouvé des documents d'intérêt familial et me proposait d'en discuter en privé avant de les inclure dans le catalogue public des archives. Je l'ai rencontrée au cottage. Elle m'a montré les photographies qu'elle avait prises du registre, la note du révérend Ashworth, tout. Et elle m'a dit, avec cette douceur terrible des gens vertueux, que la vérité devait être connue, que c'était une question de principe. Madame Drummond rit à nouveau, ce rire sec, craquant, qui ressemblait au bruit d'une branche qui se brise. De principe, ma vie entière, balayée par un principe. Elle se redressa, et dans ce redressement, il y avait quelque chose de la dignité brisée d'une statue qui tente de se maintenir debout malgré ses fissures. Je suis allé la voir ce soir-là, dans la salle des archives. J'avais ma clé, oui, j'avais un double, comme vous l'avez deviné. Elle m'a ouvert. Elle travaillait encore, l'encre sur les mains, les registres ouverts devant elle. Je lui ai demandé de reconsidérer. Je l'ai supplié. J'ai pleuré. Sa voix devint un murmure. Elle a dit non. Elle a dit que la vérité était la vérité, et qu'elle ne pouvait pas la cacher. Elle a dit « L'encre ne ment pas, Madame Drummond ». Et elle s'est retournée vers son bureau, comme si la conversation était terminée, comme si ma vie ne comptait pas, comme si 30 ans de dévouement ne pesaient rien face à une note en marge d'un registre poussiéreux. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues, silencieuses, creusant des sillons dans sa poudre de riz, et ses mains tremblaient, pas le tremblement infime de la garden party, mais un tremblement profond, viscéral, et qui secouait ses bras entiers et faisait teinter les perles de son collier. Le chandelier était là sur la table, je l'ai pris. Je ne savais même pas ce que je faisais. Ce n'était pas prémédité. Je ne suis pas venu pour la tuer, je suis venu pour la convaincre. Mais quand elle m'a tourné le dos, quand elle s'est penchée sur ses registres comme si je n'existais pas, sa voix s'éteignit. Miss Marple, dans son fauteuil, sentit le poids de cette confession comme un poids physique, une pression sur la poitrine, une douleur dans les côtes, la sensation d'une vérité qui, une fois prononcée, ne peut jamais être reprise. Elle regarda Celia Drummond, cette femme qui avait tué pour préserver un nom qui n'était pas le sien, et elle vit, sous la meurtrière, la femme trompée, sur la veuve qui découvre que sa vie entière était un mensonge, la femme terrifiée de perdre la seule identité qu'elle connaissait. Et ensuite, demanda l'inspecteur Hewitt, d'une voix étrangement douce pour un policier. Madame Drummond passa le dos de sa main sur ses joues de mouillé. J'ai nettoyé le chandelier, j'ai fermé la porte, avec ma clé, et je suis parti par la porte latérale. Le lendemain, quand j'ai appris que M. Finch n'avait pas d'alibi et qu'un de ses boutons de manchette avait été trouvé près de l'église, j'ai espéré que la police le soupçonnerait. Et c'est ce qui est arrivé. Mais les registres existaient encore. Les photographies existaient encore. Alors je suis retourné 3 nuits plus tard et j'ai brûlé tout ce que j'ai pu. J'ai pris le registre 27 avant le meurtre. Je l'ai fait disparaître. Et je l'ai brûlé dans ma cheminée, chez moi. Et j'ai brûlé les autres à l'église, en espérant que la destruction passerait pour un acte de vandalisme. Elle regarda ses mains qui tremblaient toujours. L'encre
l'encre partout, sur les registres, sur mes doigts, sur ma conscience. Elle avait raison, Madame Hartley. L'encre ne s'efface jamais. On a beau la brûler, elle laisse des traces, des cendres, des photographies, des souvenirs, des notes en marge. On ne peut pas effacer le passé. J'aurais dû le comprendre. L'inspecteur Hewitt fit un signe au sergent Fletcher qui s'avança. « Madame Celia Drummond, je vous arrête pour le meurtre de Madame Gwendoline Hartley. Vous n'êtes pas obligée de faire une déclaration, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Madame Drummond hocha la tête. Elle lissa sa jupe d'un geste automatique, un geste de femme du monde, un dernier vestige de l'identité qu'elle s'apprêtait à perdre, et suivit le sergent vers la porte. En passant devant Miss Marple, elle s'arrêta. « Vous saviez, dit-elle. Depuis quand ?» Miss Marple la regarda avec des yeux qui n'exprimaient ni triomphe, ni condamnation, mais quelque chose de plus complexe, une compassion sans absolution, une compréhension sans pardon. « Depuis les cendres, Madame Drummond. Quand j'ai vu les registres brûlés, j'ai compris que le mobile n'était pas la terre, mais l'identité. Et quand je vous ai vu au cimetière ce matin-là, et que vous m'avez dit que Sir Harold était arrivé dans la paroisse en 1938, avec une précision qui m'a frappé, car pourquoi connaîtriez-vous cette date si exactement? Sinon parce qu'elle avait une signification terrible pour vous. Alors j'ai su. » Madame Drummond soutint son regard un instant de plus. Puis elle se détourna et sortit de la pièce, le dos droit, la tête haute, suivie par le sergent Fletcher et par le son de ses propres pas sur le parquet ciré de la maison qui n'avait jamais été la sienne. Le salon retomba dans un silence qui avait la densité du plomb. Rosalind Hartley pleurait, silencieusement, les mains sur le visage. Le révérend Blackwood s'était assis et fixait le sol, les épaules affaissées sous le poids de sa propre complicité passive. M. Finch tirait sur sa pipe éteinte, le regard perdu dans le vide, comme un homme qui vient de comprendre qu'il a frôlé l'abîme sans le savoir. Thomas Ashby, près du mur, avait décroché ses bras et les laissait pendre le long de son corps, impuissant. Madame Briggs, dans son coin, avait sorti un mouchoir et le pressait contre ses lèvres avec des gestes de petite fille perdue. Au-dessus de la cheminée, le portrait de Sir Harold Drummond continuait de sourire, son regard jovial fixé sur une pièce que sa duplicité avait empoisonnée bien avant que le premier coup ne fût porté. Miss Marple fut la dernière à quitter le salon. Avant de partir, elle s'approcha de Rosalind Hartley, qui n'avait pas bougé du canapé, le visage enfoui dans ses mains. Elle posa une main légère sur l'épaule de la jeune femme, un geste rare chez elle, qui ne prodiguait pas le contact physique avec la générosité facile de ceux qui n'ont rien vécu. « Votre tante serait fière de vous, ma chère. Elle a cherché la vérité, et la vérité a été trouvée. Ce n'est pas un réconfort. La vérité n'est jamais réconfortante. Mais c'est quelque chose. » Rosalind leva des yeux rougis. « Est-ce que ça en valait la peine, Miss Marple? La vérité, les archives, tout cela, est-ce que ça valait la vie de ma tante ?» Miss Marple retira sa main. La question resta suspendue dans l'air, sans réponse, car certaines questions n'en ont pas. En sortant, elle croisa M. Finch dans le vestibule. Le vieux notaire avait retrouvé un peu de couleur, mais ses yeux avaient une expression nouvelle, plus douce, plus fragile, comme si l'expérience d'être soupçonné d'un crime qu'il n'avait pas commis l'avait dépouillé d'une couche de certitude dont il ne savait pas qu'il avait besoin. « Je vous dois des excuses, Miss Marple, » dit-il d'une voix rauque. « Ou plutôt, non, vous m'en devez. Vous m'avez cru coupable. En effet, et je m'en excuse sincèrement, Monsieur Finch. J'ai commis l'erreur que je reproche aux autres. J'ai vu ce que je voulais voir, et non ce qui était là. Votre querelle avec Madame Hartley, votre bouton de manchette, votre absence d'alibi, tout convergeait trop bien. C'était un piège, et j'y suis tombé. » Monsieur Finch la regarda longuement. « La falsification des registres fonciers, dit-il enfin. Mon grand-père, vous allez... Ce n'est pas à moi d'en juger. C'est une affaire entre votre conscience et les registres du comté. Et les registres fonciers de 1892, Monsieur Finch, ne sont pas ceux qui ont causé la mort de Madame Hartley. Ce sont les registres d'état civil, les traces d'encre d'un tout autre mensonge. » Elle lui offrit un petit sourire, sans chaleur excessive mais sans rancune, et sortit dans la lumière du soir. 2 semaines plus tard, St. Mary Mead avait retrouvé son rythme. Le salon de thé de Madame Benson bruissait de nouveau de bavardages inoffensifs. Les rosiers, le temps, le sermon du dimanche. Les travaux de l'église avaient se repris sous la direction de Thomas Ashby, qui avait reçu un nouveau financement du conseil paroissial. Le révérend Blackwood avait demandé sa mutation dans une autre paroisse,
et personne ne l'avait retenu. On disait que sa nouvelle paroisse était quelque part dans le nord, un endroit humide et sans histoire, ce qui convenait parfaitement à un homme dont la lâcheté avait contribué à la mort d'une femme. Madame Drummond, on ne l'appelait déjà plus Madame Drummond dans les conversations du village, mais cette femme, ou, plus charitablement, la pauvre créature, attendait son procès à la prison du comté. Son avocat plaiderait la provocation et le traumatisme psychologique, et les journaux de Brackhampton en feraient leurs gros titres pendant quelques jours avant de passer à autre chose. Drummond Hall, dont les héritiers restaient à déterminer, un certain Edward Drummond, fils de Dorothy Webb, avait été retrouvé vivant à Bristol. Quinquagénaire stupéfait d'apprendre qu'il était l'héritier légitime d'un domaine dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, avait été fermé, les volets clos, le jardin déjà en proie à l'avancée silencieuse des mauvaises herbes. Les roses géométriques que Célia avait taillées avec tant de soin commençaient à pousser de travers, leurs branches nouvelles s'échappant des formes imposées, retrouvant leur désordre naturel. Madame Briggs, la dame de compagnie, avait trouvé une nouvelle place chez une veuve de Much Benham. Elle avait emporté ses affaires dans une petite valise et était partie sans se retourner, avec le soulagement discret de quelqu'un qui quitte une maison hantée. M. Finch, quant à lui, avait repris ses promenades quotidiennes dans le village, mais il marchait moins vite qu'avant et il saluait les gens avec une politesse qui n'avait plus la brusquerie d'autrefois. L'expérience l'avait changé, non pas adouci exactement, mais rendu plus attentif aux fragilités d'autrui, comme un homme qui a découvert les siennes. Rosalind Hartley avait achevé son aquarelle, celle qui montrait l'église de Saint-Michael vue du cimetière, et l'avait accrochée au mur du cottage de sa tante. Elle avait aussi fait encadrer les photographies que Gwendoline avait prises des registres paroissiaux, toutes les pages, chaque nom, chaque date, chaque annotation marginale, et les avait remises aux archives du comté, où elles seraient conservées dans des conditions adéquates, à l'abri du feu, de l'humidité et des mains désespérées. L'encre, fixée par la photographie, survivrait à présent au siècle. Les noms des morts continueraient de parler, longtemps après que les voix des vivants se seraient tues. Miss Marple, par un après-midi de fin juin, se promenait dans le cimetière de Saint-Michael. Les roses du mur étaient en pleine floraison, des roses rouges, lourdes, presque trop parfaites, qui penchaient vers les pierres tombales comme pour murmurer des secrets aux morts. Elle s'arrêta devant la tombe de Gwendoline Hartley, une pierre simple en granit gris, sur laquelle on avait gravé le nom, les dates, et une épitaphe choisie par Rosalind. La vérité demeure. Madame Bantry, qui l'accompagnait, s'arrêta à ses côtés. « C'est terminé alors, dit Madame Bantry avec un soupir. Le village peut reprendre son souffle. » Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Elle regardait la salle des archives, dont la fenêtre latérale, la fenêtre par laquelle le meurtrier était entré pour détruire les registres, avait été murée. Le rectangle de briques neuves, d'un rouge plus vif que les pierres anciennes, se découpait sur le mur comme une cicatrice. « Savez-vous ce qui me frappe, Dolly ?» dit-elle enfin, d'une voix basse qui se mêlait au bourdonnement des abeilles dans les roses. Madame Drummond a vécu 30 ans dans ce village en tant que quelqu'un. Lady Drummond, bienfaitrice, pilier de la communauté, et maintenant, le village va l'oublier. Pas immédiatement, mais progressivement, comme l'encre qui pâlit sur un vieux registre. Dans 10 ans, les gens diront « Comment s'appelait-elle déjà, la femme de Drummond Hall ?» Et dans 20 ans, personne ne s'en souviendra. 30 ans de vie, effacés, exactement ce qu'elle craignait le plus. Madame Bantry frissonna. « C'est terrible, Jane. » Miss Marple effleura du bout des doigts la pierre tombale de Gwendoline Hartley. L'encre de l'épitaphe, la vérité demeure, était noire, fraîche, indélébile. « Ce qui est terrible, Dolly, dit-elle en se détournant de la tombe, ce n'est pas qu'on puisse perdre son nom, c'est qu'on puisse tuer pour garder un nom qui ne vous a jamais appartenu. » Elle ramassa son panier à ouvrage et reprit le chemin de son cottage. Derrière elle, dans le cimetière, la fenêtre murée de la salle des archives luisait sous le soleil couchant, un rectangle de briques neuves dans un mur ancien, rouge vif, indiscret, impossible à ignorer. La cicatrice d'une vérité qu'on avait tenté de brûler et qui, comme l'encre, avait refusé de disparaître.